Bonsoir, merci à tous d'être avec nous pour cet événement Engie organisé avec Madines. Donc ce soir, nous allons parler décarbonation. Et j'ai des nouvelles toutes fraîches pour vous, des nouvelles pas tellement réjouissantes, puisque c'est tombé hier soir. Plus de 60 scientifiques à travers le monde ont publié un article scientifique qui dit que l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport à la période pré-industrielle sera dépassé en 2028. Voilà, donc l'urgence, elle est là, elle est présente. Et puis on le sait aussi, la plupart des études s'accordent à dire que plus de 60% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à nos habitudes de consommation, à notre mode de vie. D'où cette question, comment on fait maintenant pour accélérer? Quelle est la place de la tech? Est-ce qu'on peut vraiment décarboner sans changer nos habitudes? Pour en parler ce soir, j'ai avec moi trois invités triés sur le volet. Donc nous avons Claire Gerbondomba, qui est directrice marketing data et communication d'Engie. Bonsoir. Bonsoir. Simon Balderou, directeur général de Phoenix, ex-dirigeant de Getaround et Deezer. Bonsoir. Bonsoir. Et Fanny Picard, fondatrice du fonds d'investissement Alter Equity. Bonsoir Sophie, bonsoir à tous. Alors on va directement rentrer dans le vif du sujet. Déjà Claire, est-ce que vous pensez que c'est possible de vraiment changer? Est-ce que les consommateurs sont prêts à changer? Alors le point important, c'est qu'il faut réussir à faire en sorte de les accompagner pour qu'ils changent. Le changement, il doit se faire avec tous. On doit réussir à embarquer. Et en fait, chez Engie, on est absolument convaincus que ce changement, il est nécessaire, qu'il est possible. Il faut bien avoir en tête que Engie a des objectifs clairs sur le sujet de net zéro carbone à horizon 2045. Il est important qu'on fasse notre part et qu'on incite nos clients à la faire avec nous. Ça fait partie de notre raison d'être. On a cette raison d'être d'accompagner nos clients dans cette transition énergétique. Donc, on est au cœur du sujet dont on est en train de parler. Et en fait, pour changer, il faut être en capacité d'avoir des outils, de pouvoir donner envie, de pouvoir inciter finalement nos clients à le faire avec nous. C'est majeur, et y compris d'ailleurs de façon ludique, différente. Ce n'est pas forcément toujours sacrificiel. On a par exemple un programme d'engagement qui engage nos clients dans la transition énergétique. Il y a plus d'1,5 million de clients Engie qui sont embarqués dans ce programme qui vise justement déjà à leur donner les clés, à comprendre ces sujets pour en prendre conscience et puis les inciter à changer leur mode de vie et leur consommation. Tout à fait. Simon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la tech peut aussi embarquer un petit peu les consommateurs dans cette transition? Oui, alors moi qui évolue effectivement depuis une quinzaine d'années, je crois quand même pas mal à l'innovation technologique. J'espère en tout cas que ça va nous aider dans les années qui viennent. On voit avec l'émergence de l'intelligence artificielle, il y aura sans doute beaucoup d'impact grâce à ça. Quand on regarde les innovations, on a des systèmes de refroidissement de data centers, on a des batteries nouvelle génération, on a des biocarburants. Enfin, il y a quand même l'innovation doit jouer un rôle dans l'amélioration future. En revanche, je pense que le changement de comportement aura des impacts beaucoup plus forts. Un des exemples que j'aime bien prendre, c'est celui de la mobilité, de l'automobile. Donc, j'ai effectivement évolué pendant quelques années dans l'autopartage. On parle beaucoup de voitures électriques. Donc, évidemment, une voiture électrique, ça a un impact favorable par rapport à une voiture thermique. Et alors déjà, il y a plein d'études pour savoir à partir de combien de kilomètres la voiture électrique est plus favorable qu'une voiture thermique, puisque à la production d'une voiture électrique, il y a quand même, c'est un peu plus énergivore de fabriquer une voiture électrique. Mais dans la durée, c'est plus favorable. Mais l'impact entre les deux, il est, je pense, bien moindre que le changement de paradigme. Et le changement de paradigme, c'est le fait qu'aujourd'hui, tout le monde possède une voiture. Donc, quand on prend un exemple, l'exemple français, il y a 30 millions de foyers, il y a 40 millions de voitures. Sur 40 millions de voitures, elles sont utilisées 5% du temps, donc moins d'1 heure par jour. Quand elles roulent, il y a 1,5 passagers dedans. Et en plus, c'est en général des SUV qui roulent parce qu'on a besoin d'une voiture pour tous les usages. Donc le vrai changement majeur, c'est plutôt le changement de comportement et de faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas forcément besoin de posséder une voiture, mais qu'on peut, avec des systèmes d'autopartage, avoir un impact qui est bien plus fort. Donc la différence, elle est vraiment sur le changement de comportement. Annie, vous partagez cette vision? Il est urgent pour vous de changer de comportement? Oui, il est extrêmement urgent de changer de comportement. Vous rappeliez
le fait que le seuil de 1,5 degré sera atteint en 2028, selon les scientifiques, de façon stabilisée. Il a déjà été dépassé en 2024 avec un réchauffement global sur la planète de 1,6 degré. C'est la première fois que ce seuil de 1,5 a été dépassé, qui avait été fixé dans le cadre des accords de Paris en 2015 comme l'objectif à ne pas dépasser en principe à horizon 2100, donc dans 75 ans, avec néanmoins une tolérance, vous le savez, à 2 degrés. Mais ce que l'on sait moins, c'est que la raison pour laquelle cet objectif de plafonnement du réchauffement climatique à 1,5 degré avait été adopté, c'est parce qu'au-delà de ce niveau, le risque augmente de façon extrêmement rapide, exponentielle, d'un emballement du climat complètement irréversible qui nous conduit à un chaos gravissime. Donc, il ne faut pas penser que l'enjeu du climat est demain, qu'il est en 2100. L'enjeu du climat, il est aujourd'hui, non pas pour changer ces 1,5 parce que le climat est inscrit, il est déjà inscrit pour les 10 prochaines années, mais il faut faire tout ce qu'on peut pour essayer de faire en sorte que, au-delà, le dérèglement, le réchauffement soit très largement limité. Un autre exemple, si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes conscient de ces sujets, donc on ne va pas y passer trop de temps, mais vous savez peut-être que Henri de Castries, lorsqu'il était PDG d'AXA, avait dit « Un monde à plus de 4 degrés ne sera plus assurable ». Or, aujourd'hui, le scénario de l'administration française pour préparer l'adaptation au réchauffement climatique à horizon 2100, c'est un scénario à 4 degrés. Et récemment, un membre du directoire d'Allianz a évoqué le fait que nous nous inscrivons sur une trajectoire de l'ordre de 3 degrés. 3 degrés à l'échelle mondiale, c'est 4 degrés en France. Et qu'à 3 degrés, un très grand nombre de biens ne seront plus assurables, que s'ils ne sont plus assurables, ils ne seront plus finançables, que s'ils ne sont plus finançables, on sort de l'économie de marché, on sort du capitalisme, on sort de notre civilisation. Ce qui rejoint les bouleversements par ailleurs que nous ressentirons, parce que dans ce contexte, il fera chaud comme aujourd'hui tout l'été, il fera chaud aussi la nuit, il y aura des virus et des bactéries partout auxquels nous ne sommes pas préparés, la qualité de l'air sera épouvantable, il y aura des inondations, des feux. Enfin bon, c'est un monde absolument angoissant. Et donc, oui, je pense qu'il est extrêmement important de tous faire le plus de choses possible pour essayer de limiter ce dérèglement. On y reviendra. Et sur la question de la technologie, je pense deux choses. Je pense d'une part que la technologie va contribuer à apporter des solutions ou à renforcer des solutions, et donc on en a vraiment besoin. Mais qu'en même temps, il ne faut pas compter sur la technologie pour régler le problème. Il faut tout faire, comme je l'évoquais, sans penser qu'une solution miraculeuse va régler tous les problèmes. Il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, nous avons investi dans une entreprise qui s'appelle Elom, qui a développé une technologie qui permet de diminuer de 5% le coût de production d'une centrale solaire. Là, nous avons investi dans une entreprise qui permet de diminuer de 10% la consommation de fioul des gros navires, des vraquiers, des porte-containers, etc. Donc les technologies apportent des solutions, mais attention à ne pas considérer qu'elles vont nous sauver, et sauvons-nous nous-mêmes en changeant nos comportements. Alors Claire, du coup, comment vous embarquez vos clients, puisqu'il faut tous s'y mettre? Alors c'est bien ça le sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, dans la salle, on est sur ceux qui sont concernés, ceux qui, en tous les cas, se sentent concernés. C'est pas forcément le cas de tout le monde, et chez Engie, notre objectif, c'est bien d'embarquer tout le monde. Et pour ça, il y a notamment plusieurs exemples. Le premier, c'est pour tous ceux qui n'auraient pas encore envie de faire d'efforts. Et la première façon de les embarquer, c'est de faire en sorte, par exemple, que tous nos contrats d'électricité soient des contrats d'électricité verte, et donc garantis par des énergies renouvelables. Et ça, c'est le cas déjà depuis 10 ans. Donc voilà,
on commence aujourd'hui sans doute des prises de conscience plus fortes, mais en tous les cas, chez Engie, ça fait 10 ans. C'est désormais le cas aussi sur le gaz, puisqu'il y a 5% de gaz vert dans nos contrats. Et donc ça, c'est sans effort. C'est-à-dire que déjà, ça permet d'embarquer effectivement l'ensemble des populations pour leur dire, bah voilà, déjà, vous avez ce premier sujet-là. C'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on le voit bien, il y a quand même... deux courbes, finalement, d'une certaine façon, qui se croisent. Un sujet de conscience de ces sujets-là. Et je pense que le monde que vous avez décrit n'est évidemment pas un monde dans lequel on a envie de vivre. Et donc, il y a ce sujet de conscience qui, malheureusement, décroît au profit d'une autre courbe, qui est celle du pouvoir d'achat. Et on a constaté dans les études que, finalement, attraper le sujet par un axe économique est aussi un vrai levier. Et ça fait partie des sujets sur lesquels, justement, vous me disiez comment est-ce qu'on embarque nos clients. C'est comme ça aussi, avec différents exemples, où finalement, on va leur montrer qu'un comportement vertueux va leur être profitable. Et donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à aligner bon pour la planète et bon pour le porte-monnaie. Je vous donne un exemple. On a lancé ce qu'on appelle nos éco-défis plus, c'est-à-dire qu'on va récompenser nos clients qui ne vont pas consommer ou moins consommer à des moments qui sont de forte tension sur le réseau. Pour bien comprendre, les moments de forte tension sur le réseau, ça veut dire que c'est une énergie qui est plus carbonée, puisque ça va nécessiter des moyens de production qui sont effectivement plus carbonés. Récompenser nos clients à ce moment-là pour qu'ils décalent leur consommation va être profitable au global pour la diminution des émissions carbone, va leur être profitable puisque, à titre d'exemple, on a plus de 170 000 clients qui se sont engagés dans cette démarche avec nous et nous leur avons redistribué 1,4 million d'euros. Donc, ça marche pour le porte-monnaie, ça marche pour la planète et ça, ce sont vraiment des leviers sur lesquels on continue de capitaliser, sur lesquels on continue d'innover. Très récemment, on est en pleine expérimentation dans les Hauts-de-France, où en fait, on a proposé aux clients qui vivent à côté de notre parc éolien de pouvoir profiter d'une réduction sur leur prix au kilowattheure de 60% quand l'énergie renouvelable est abondante. Parce qu'une des questions autour de l'acceptabilité des énergies renouvelables, c'est aussi de se dire mais en quoi ça me profite à moi ? Est-ce que moi, je vais pouvoir en tirer bénéfice ? Et donc, c'est très important de relier vraiment ces deux ancrages très forts parce que ça suscite l'adhésion. Or, on l'a vu, on en a besoin. On a besoin d'embarquer tout le monde avec différents leviers. Il y a ceux qui vont être directement convaincus, il y a ceux qu'on va convaincre. Et donc, l'argument économique est un argument qui est majeur. Simon, vous partagez effectivement ce constat. L'argument économique, c'est central pour vous ? Oui, je le partage complètement. En tout cas, il faut que le consommateur s'y retrouve d'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai eu la chance pendant 10 ans d'évoluer. Donc, on n'est pas complètement dans la décarbonation ici, mais chez Deezer, j'ai vécu 10 ans de l'industrie musicale qui a complètement changé. On est passé de 90% de CD à 90% de streaming en à peine 10 ans. Donc, les gens sont capables de changer de comportement assez vite et assez violemment. C'est juste que le service qui était rendu de pouvoir écouter de la musique de façon illimitée, toute la musique possible, c'était juste mieux que de payer 10 € pour avoir un CD. Et donc c'est possible, mais il y avait un intérêt immédiat pour le consommateur. Quand je travaille aujourd'hui chez Phoenix, donc l'activité elle est double. On accompagne la grande distribution pour les aider dans tout le processus d'anti-gaspillage, donc à la fois sur leur commande, sur le process interne en magasin pour savoir ce qu'on doit faire quand les produits arrivent à 5 jours de date d'expiration, puis à 4 jours, puis à 3 jours, puis quand on arrive vraiment en fin de vie des produits, avant que la DLC arrive, on peut les aider à donner à des associations caritatives, on les aide à mettre des paniers aussi, des produits en panier pour le grand public. Donc là, nos clients, ils voient l'intérêt direct, parce qu'il y a un intérêt économique pour eux d'optimiser les flux. Il y a évidemment des clients qui ont une envie environnementale et sociale et qui travaillent avec nous pour ça, mais il y a beaucoup de sujets économiques, évidemment. Et les consommateurs qui achètent des paniers sur Phoenix avec une réduction, ils achètent des produits qui ont encore 3 jours de vie parce que c'est moins cher. Donc l'aspect économique, il est absolument fondamental. Et la difficulté, je pense, c'est que ce n'est pas toujours le cas. On se retrouve parfois avec des contradictions où le consommateur, quand il a le choix entre le kiwi de Nouvelle-Zélande qui est moins cher ou un trajet qui peut être l'avion ou le train,
le choix, il est avant tout économique. Donc c'est cette difficulté-là. Et donc, l'enjeu, il est, à mon sens, à 3 niveaux. Il est au niveau de chaque individu qui doit avoir effectivement sa propre responsabilité, mais il y a des contraintes de pouvoir d'achat quand même pour la grande majorité des gens. Il est au niveau de chaque entreprise qui doit être, chaque entreprise se doit d'être exemplaire, et on pourra peut-être en parler, mais notamment sur leur modèle économique qui peuvent évoluer. Et l'État doit être aussi exemplaire et en tout cas inciter et avoir une politique fiscale incitative pour faire changer les comportements. Et encore, on devrait même s'arrêter, on devrait même aller plus loin, et ce n'est pas qu'au niveau français, c'est au niveau mondial que tout ça se joue. L'argument économique, ça marche toujours. Par exemple, on a déjà parlé de l'exemple du train vs l'avion. Comment on fait dans ces cas-là pour faire changer les consommateurs? Sur l'exemple du train et l'avion, je pense que le sujet, c'est effectivement de taxer davantage les moyens de transport qui sont moins vertueux. Après, on a vu en 2019, quand on a vu la crise des Gilets jaunes, que ce n'était pas si évident de répercuter tout ça. On peut peut-être augmenter la conscience chez le consommateur, le fait que prendre l'avion, ça émet beaucoup de CO2, et donc il faut qu'il réduise ses vols en avion. Et puis aussi, par la réglementation, et ça a été fait en France, de limiter les vols sur des trajets courts. Nous en avions parlé avec Simon. On peut agir, mais nous le constatons également dans nos participations. Il y a des petites communautés de gens qui sont prêts à payer un produit plus cher, un produit plus cher parce qu'il est plus responsable. Mais si on veut passer à l'échelle, ça n'est pas le cas, et donc il faut faire en sorte que ce soit moins cher. Effectivement, avoir des politiques plus coercitives, obliger un petit peu les gens, vous pensez que c'est finalement la clé pour avancer? Je pense, on le voit, hein, les gens s'équipent de triple vitrage ou de pompes à chaleur parce qu'il y a des aides. Les gens achètent des voitures électriques parce qu'il y a des aides. Enfin, il y a un moment, si ça coûte plus cher d'acheter une voiture électrique qu'une voiture thermique, les gens ne peuvent juste pas se permettre de le faire. Après, c'est aussi des mesures d'incitation. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ce volet-là qui est nécessaire, mais c'est aussi comment est-ce que les entreprises s'en emparent pour donner des moyens qui soient des moyens faciles, utiles, et qui finalement, en plus de l'argument économique dont on vient de parler, rendent la chose facile, concrète et immédiate. Il y a quelque chose qui, quand on se parle de ce changement, on imagine tout de suite, et c'est vrai pour un certain nombre de cas, des choses compliquées qui vont durablement nous obliger à changer nos comportements. Et c'est vrai, c'est nécessaire dans un certain nombre de cas. Mais c'est aussi important d'avoir des choses qui soient immédiates, faciles, sans prise de tête. Un exemple, chez Engie, on a depuis longtemps maintenant une application gratuite qui permet de suivre sa consommation. Je suis sûre que si je vous demande à tous là dans la salle quel est votre nombre de kilowattheures que vous consommez tous les ans, je ne suis pas sûre que vous sachiez. Il se trouve que quand on regarde, quand on s'informe de façon gratuite, immédiate, fluide, facile, parce que c'est sur une appli, on baisse sa consommation de 12%. Juste parce qu'on a accès à cette information, qu'on va prendre conscience de cette information. Je vous donne un autre exemple, toujours dans cette optique de facilité et de faire en sorte, encore une fois, qu'on embarque le plus grand nombre de monde. On a également lancé, alors tant qu'on n'est pas encore en autopartage et qu'on a une voiture électrique et qu'on a une borne de recharge chez soi, la capacité de lancer la recharge dès qu'on est en heure creuse. Alors, on revient sur l'argument économique, bien sûr, parce qu'on va réduire de pratiquement 1/3 le coût de sa recharge. Mais pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est que c'est sans charge mentale. Je n'ai pas à me lever à minuit pour aller brancher ma voiture parce que c'est le moment le moins cher. Mais c'est surtout très intéressant aussi pour le réseau. C'est-à-dire qu'en décalant ces moments de charge, on va justement éviter que tout le monde se charge quand on revient chez soi au moment où il y a un pic de consommation, et que forcément, c'est encore une fois les moments les plus carbonés. Et donc, c'est à nous, entreprises, Engie, de faire en sorte d'accompagner ces clients pour que ce soit fluide. Donc, ça peut évidemment avoir un côté coercitif par certains aspects. C'est aussi comment est-ce que j'embarque par des éléments très utiles, très concrets, très immédiats, sans prise de tête et facile, pour que ça puisse marcher. Parce qu'il va falloir qu'on y aille tous. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que du coup la tech, c'est la solution miracle dans ces cas-là pour ne pas avoir de prise de tête? Non, ce n'est pas du tout la solution miracle. La tech. Non, je pense que le changement des comportements, c'est la chose la plus importante. Enfin, si je prends le gaspillage alimentaire, par exemple, donc il y a 1/3 de la production de nourriture dans le monde qui est gâchée in fine.
C'est à peu près, enfin, c'est à tous les niveaux. C'est au niveau des producteurs. Donc, les producteurs agricoles, c'est 20%. Il y a à peu près 20% au niveau des industriels. Il y a 10% au niveau de la grande distribution. Il y a 10% au niveau de la restauration hors domicile. Et il y a 40% chez les ménages. Donc, en fait, la réalité, c'est que 40% du gaspillage alimentaire, c'est dans les frigos de chacun d'entre nous. Et donc là, il n'y a pas de solution tech miracle pour éviter le gaspillage dans les frigos. Et c'est simplement c'est des gestes relativement simples, mais il faut sensibiliser le grand public. Ce n'est pas évident, mais c'est une question d'achat. C'est-à-dire qu'il faut que les gens achètent les bons produits, qu'ils fassent leur petite liste de courses pour être sûr qu'on ne va pas trop acheter. Il faut bien comprendre ce que sont les dates limites de consommation et les dates de durabilité minimum, qui ne sont pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des produits qu'on a droit, évidemment, enfin, qu'on peut consommer encore bien après les DLC. Pourtant, il y a beaucoup de produits qui sont jetés. Donc, il y a un sujet d'achat, il y a un sujet de stockage. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne range pas bien son frigo et du coup, on se retrouve à gaspiller in fine. Et puis, il y a des sujets de cuisine. C'est-à-dire qu'on doit être capable de cuisiner avec les restes et ce genre de choses. Donc, la réalité du gaspillage alimentaire, c'est que c'est surtout les habitudes qui ne sont pas les bonnes. Je pense qu'il faut aussi revenir à une société de l'être par rapport à la société de l'avoir. Je lisais aujourd'hui qu'une étude vient de sortir qui dit que les Français, en moyenne, ont acheté en 2024 42 articles pour se vêtir. 42 en moyenne, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont acheté 100 vêtements, il y a des gens qui ont peut-être acheté 200 vêtements. On n'en a pas du tout besoin. À l'époque de nos grands-parents, on portait un manteau, ou même, moi je suis beaucoup plus âgée que vous tous, mais enfin, quand j'étais plus jeune, on avait un manteau, 2, 3 paires de chaussures, et puis, bon, etc. On n'a pas du tout besoin d'acheter 42 vêtements en moyenne. Mais comme la civilisation va dans ce sens et qu'on a besoin, ça c'est très humain, d'avoir plus que son voisin, et qu'on est emmené par la publicité que je ne veux pas du tout diaboliser, c'est pas du tout le sens de mon propos. Mon propos, c'est un propos philosophique sur le fait que on est dans un monde fini, et que dans ce monde fini, il faut arrêter d'acheter pour exister. Il faut être pour exister. Donc c'est un vrai changement civilisationnel qui va passer par la conscience, mais je vous appelle tous à emmener votre entourage dans cette direction, parce que ça me semble absolument essentiel. Et on se comparera en étant plus gentil, en étant plus attentif à l'autre, en étant plus cultivé, en étant plus bienveillant. Et c'est vraiment cette civilisation à laquelle j'aspire. Et c'est vrai que c'est l'humain qui changera les choses. La tech est un outil, mais c'est un outil. Et la tech, en tant que telle, a aussi ses défauts. On est en train de se parler de décarbonation. Enfin, vous n'êtes pas tous sans savoir les sujets autour des data centers. Enfin, voilà. Donc, c'est important aussi de penser, y compris la tech, de façon responsable, de façon verte. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle générative. En l'occurrence, vous savez tous que quand vous faites une demande à ChatGPT plutôt que de la faire sur Google, en l'occurrence, vous n'allez pas avoir la même empreinte carbone. Et donc, c'est aussi pour ça que la tech est nécessaire. La tech facilite justement ces nouveaux comportements. Mais il faut la penser aussi dans sa globalité, dans son empreinte carbone. Et donc, je vous donne un exemple. Chez Engie, on a développé des outils d'intelligence artificielle générative parce que c'est utile, parce que ça va apporter des choses dans notre relation client, dans la façon dont on va être capable de les servir. Mais systématiquement, on va se poser la question de l'impact carbone de ces solutions, de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres options. Alors, ça peut paraître surprenant parce qu'on a envie de mettre de l'IA-Gen partout. En fait, d'abord, est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Quel est l'impact carbone de ces solutions ? Est-ce qu'elles sont absolument pertinentes, utiles pour tous ? Et comment on va s'assurer de le faire de façon raisonnée, de façon raisonnable et responsable ? Parce que la tech, en tant que telle, est un outil, mais c'est bien l'humain qui va permettre de nous tous, là, de faire en sorte que les choses changent. Et nous tous, à la fois en tant que consommateurs, mais aussi en tant que salariés et en tant que citoyens. C'est-à-dire que moi, je crois vraiment qu'en montrant aux politiques qu'on consomme moins, qu'on consomme mieux, qu'on pollue moins, on lui fait se rendre compte du fait que nous sommes sensibles à ces sujets. En plus, ça se voit dans des sondages. Et il va effectivement réguler, réglementer, de sorte à
contenir les dérèglements environnementaux, y compris le changement climatique. Alors que sinon, c'est plus difficile pour lui. En tant que salarié, si l'entreprise se rend compte que ses salariés attendent énormément d'elle en ce sens, eh bien, pour attirer, motiver, retenir les meilleurs talents, elle va aller en ce sens. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est un des moteurs principaux dans les entreprises. Il y en a d'autres, en tout cas chez vous, mais le plus souvent, c'est le principal moteur. Donc moi, je suis convaincue qu'une part considérable repose sur les personnes privées qui, par leur comportement, vont entraîner des effets d'échelle sur ces modifications. Effectivement, il y a une responsabilité individuelle, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Il y a aussi une responsabilité des entreprises qui doivent aussi s'engager dans cette transition, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et du coup, comment on s'engage en tant qu'entreprise au global cette fois-ci ? Alors déjà dans nos actes, dans les propos que nous tenons, contrairement à d'autres, nous ne revenons pas sur nos ambitions carbone, par exemple. Donc ça, c'est un premier guide et qui guide aussi nos salariés et qui donne envie de nous rejoindre. C'est un point que vous souleviez à l'instant. C'est aussi faire ce qu'on dit. Et dans cette optique-là, c'est vrai que l'embarquement des salariés, il est vraiment important. Et à ce titre, on est, par exemple, chez Engie très vigilant. Alors, au trajet, oui, des fois, ça va peut-être coûter plus cher de prendre le train, mais en tous les cas, on va s'y astreindre. C'est un élément qui est majeur dans notre transition énergétique. Moi, je peux vous parler plus particulièrement d'un cas que je connais bien, qui est la communication. Et en l'occurrence, on est très, très fiers, puisque nous avons été récompensés par un label EcoProd sur notre film autour de Mon Rendez-vous Engie. Label EcoProd, ça veut dire que tout l'ensemble de la production a été pensé pour faire en sorte de diminuer l'empreinte carbone. Donc, c'est plus d'une 50aine de critères qui sont évalués. Donc, évidemment, les trajets, mais c'est la seconde main. Non, on ne va pas acheter des vêtements neufs pour un tournage publicitaire. C'est du catering local. Donc, on va faire en sorte aussi de ne pas avoir à transporter un kiwi depuis la Nouvelle-Zélande. Donc, en fait, c'est comment est-ce qu'on le pense de A à Z pour s'assurer que l'empreinte carbone de ces publicités soit la plus basse possible. Donc, d'ailleurs, on est les premiers dans le monde de l'énergie à avoir reçu ce label et on en est très fiers. Parce que c'est aussi ça, c'est comment est-ce qu'on a ce devoir d'exemplarité. On ne peut pas avoir comme raison d'être d'accompagner dans la transition énergétique, le proposer à nos clients à travers tout un tas de solutions, et puis nous s'asseoir un peu dessus. Non, en fait, on le fait de bout en bout. On le fait aussi sur des sujets d'IT d'ailleurs. On a des sujets de recyclage très importants de l'IT parce que la tech, c'est aussi du hardware et des fois, on a aussi besoin de s'assurer d'un circuit propre. Donc c'est ça aussi d'être en capacité de... le rôle des entreprises, il est bien sûr dans leur mission, dans ce qu'ils vont proposer, dans ce qu'ils vont accompagner, mais c'est aussi d'être s'assurer que de bout en bout, on est aligné. Moi, je pense qu'effectivement, les entreprises se doivent d'être exemplaires pour leurs salariés, pour leurs clients. Mais ce qui est plus difficile, c'est d'adapter le modèle économique des entreprises. Et là, c'est beaucoup plus impactant, évidemment. On a parlé du fait qu'on basculait parfois d'une société de possession très matérialiste vers des modèles à l'usage. Donc, c'est ce que j'ai connu effectivement chez Deezer ou chez Gatorand. Ça s'applique à plein d'entreprises. En fait, les entreprises qui vendent de l'électroménager, une entreprise comme Michelin qui vend des pneus devraient, dans les décennies qui viennent, changer leur modèle pour pas que l'obsolescence de leurs produits soit en fait leur modèle économique. Mais comment on change ça ? C'est ça qui est plus profond. Et c'est là qu'on attend, je pense, l'ensemble des entreprises. Et là, c'est un vrai défi. Quand nous, on travaille avec l'ensemble de la grande distribution, ceux qui passent après nous, ce sont les collecteurs de déchets. Donc, c'est Suez, Veolia, Paprec, etc. Comment ces entreprises, dans les années qui viennent, alors qu'elles sont payées aujourd'hui à la collecte, donc plus il y a de déchets, plus elles gagnent d'argent, comment elles transforment leur modèle pour avoir des modèles à la performance où finalement, si elles arrivent à accompagner leurs clients pour qu'il y ait moins de déchets, elles arrivent à gagner autant d'argent qu'avec le modèle actuel. Et donc, on voit là, des changements de modèle économique depuis quelques années. Je pense que ça va perdurer parce que c'est in fine ce qui sera absolument nécessaire pour que les entreprises survivent. Fanny, effectivement, comment vous évaluez le business model des entreprises dans lesquelles vous investissez ? On est extrêmement rigoureux sur ce que nous appelons l'impact positif de l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce que l'entreprise
apporte au collectif, y compris en évitant ce que nous appelons, et nous ne sommes pas les seuls, les externalités négatives. Donc, je vous donne un exemple juste sur les externalités négatives. On avait regardé une entreprise de gestion de flotte de trottinettes électriques. Et en fait, on avait fait l'analyse du cycle de vie de la trottinette et nous nous étions rendus compte que les usagers des trottinettes étaient préalablement des personnes qui marchaient à pied ou alors qui prenaient le métro. Donc en fait, le fait d'utiliser la trottinette qui par ailleurs consomme de l'énergie et émettrice de CO2 pour sa production, pour son opération, parce qu'il faut les faire passer d'un endroit à un autre, il faut les réparer parce que tout le monde les cassait tout le temps, eh bien, l'impact global était négatif. Donc, on est très, très vigilant en profondeur, avec une analyse très, très rigoureuse. Je peux vous donner quelques exemples, parce que ça montre aussi ce que l'entreprise peut proposer et du coup, ce qu'elle peut changer comme modèle. Nous avons investi au capital d'une entreprise qui s'appelle Murphy, qui répare votre électroménager tombé en panne et qui n'est plus sous garantie. Le réflexe, historiquement, c'était d'aller chez Darty quand on pensait que la réparation allait devoir se renouveler, ou boulanger, enfin, je n'ai pas de parti pris de ce point de vue. Aujourd'hui, pour les gens qui connaissent Murphy, et dans les grandes villes, c'est largement le cas, eh bien, on appelle Murphy pour réparer sa machine à laver. Et pourquoi? Parce que dans le business model, ce qu'ils ont craqué, c'est le coût du déplacement du réparateur. En fait, quel que soit le nombre de fois où le réparateur doit venir chez vous pour réparer, eh bien, ce ne sera facturé qu'une fois. Et en plus de ça, vous payez les pièces détachées, parce que bon, ils ne peuvent pas les prendre en charge. Mais du coup, ça a un vrai impact. C'est 67 kg le poids moyen d'un modèle électroménager qu'il faut produire, qu'il faut déplacer. C'est très volumineux, donc ça a un vrai impact. On a investi dans une société qui s'appelle Circle. Si vous êtes des runners qui produit, commercialise des vêtements de running, y compris des chaussures, qui sont faits intégralement à partir d'éléments recyclés. Et les chaussures sont compostables, biodégradables, etc. Donc, oui, vraiment, l'entreprise, par les modèles qu'elle propose, permet de changer des comportements. Je vous donne un autre exemple. Zenride, c'est une société au capital de laquelle nous avons investi. Je ne crois pas que vous soyez client chez Engie. Peut-être, je vous le présenterai. Zenride, ça fait quoi? Ça propose à des entreprises, des groupes comme Engie, de prendre en charge, s'ils le veulent, mais ça n'est pas toujours le cas, une partie du coût d'un vélo électrique. Et il en reste une partie à la charge du salarié. Parce que s'il ne paye rien, il ne s'en occupe pas correctement. Et chez les clients, il y a entre 5 et 10% en moyenne des salariés qui adoptent qui, dans ce contexte, achètent un vélo. Alors, ce n'est pas pour un vélo classique, parce qu'un vélo classique mécanique, ça coûte pas très cher en France aujourd'hui. Mais un vélo électrique, ça coûte en moyenne 2 000 €. C'est une vraie barrière pour la plupart des gens. Et donc, ces 5 à 10% qui deviennent des usagers du vélo électrique, avant, ils venaient la plupart du temps, surtout en province, en voiture au bureau. Et puis, avec leur vélo, eh bien, ils viennent en vélo au bureau. Et ça fait un vrai changement de paradigme, d'usage. Voilà, donc l'entreprise propose des solutions à des innovations qui changent les usages et aussi à des comportements elles-mêmes qui changent les usages. Je pense qu'elle est... elle est fondamentale. Et d'ailleurs, les sondages montrent que les Français aujourd'hui considèrent que l'entreprise aura plus d'effet que le régulateur, les gouvernements, pour changer les pratiques, les comportements pour un monde plus durable. Oui, à ce titre-là, en tout cas, moi j'invite l'ensemble des entreprises à essayer de montrer à leurs salariés tous les efforts qu'ils font. Il y a plein aujourd'hui de labels Bicorp, des labels ESUS, entreprises solidaires d'utilité sociale, etc. Et les salariés sont évidemment beaucoup plus engagés quand ils savent que l'entreprise a une mission claire. Effectivement, c'est aussi un sujet de marque employeur au final, parce que l'entreprise se doit d'être exemplaire envers ses clients, à l'externe, mais aussi en interne, ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, absolument. Et on disait que c'était une des raisons qui pouvait faire venir aussi des salariés à nous. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on fait venir à nous des employés qui ont les mêmes valeurs, et c'est parce qu'ils ont les mêmes valeurs qu'on met en œuvre notre ambition. Et ça permet d'être véritablement aligné
d'avoir finalement une communauté. C'est très agréable au quotidien de travailler avec des gens qui vont partager cette même ambition, qui vont œuvrer justement dans cet objectif de transition énergétique. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, des collaborateurs nous rejoignent, justement pour cet engagement fort dans ce sujet de transition énergétique. Et c'est vraiment quand on est au cœur finalement de ces sujets dans le monde de l'énergie, on le sait en fait que c'est un sujet, un secteur qui est clé dans le cadre de cette transition énergétique. Et donc, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint Engie il y a 2 ans, vraiment. Enfin, je pense que oui, ça a ce sujet d'attractivité et ça permet derrière de donner les moyens aussi à ceux qui ont envie de s'engager, d'œuvrer très concrètement et de pouvoir proposer justement à nos clients des solutions qui soient utiles. Et donc, on va chercher les compétences, mais les compétences au service d'un objectif. Et ça permet de faire avancer les choses. On embarque nos collaborateurs, on embarque nos clients et on espère embarquer justement tous les Français pour éviter ce fameux plus je ne sais combien à horizon beaucoup trop tôt. C'est un moyen c'est aussi un enjeu d'intérêt général, enfin il y en a plusieurs, mais du point de vue de la santé mentale. Aujourd'hui, il y a plus de 30% des arrêts maladie de longue durée qui sont liés à des enjeux de santé mentale. C'est la première cause d'arrêt maladie. C'est un sujet qui progresse beaucoup dans notre pays, notamment depuis la crise sanitaire. Et en fin de compte, pour les salariés, être alignés avec les valeurs de son entreprise, donc ne pas être en décalage, eh bien, ça fait qu'on se sent bien, ça fait qu'on est heureux et ça fait qu'on n'a pas ces problèmes de santé mentale. Donc en plus des éléments directs d'impact sur le climat, il y a aussi des éléments indirects de mieux-être de nos concitoyens. Et pour reboucler aussi avec l'argument économique, s'engager dans la transition énergétique lorsqu'on est une entreprise, c'est aussi un levier de compétitivité au niveau individuel, mais aussi donc au niveau d'une entreprise. Absolument. Par exemple, nous avons investi dans plusieurs entreprises qui travaillent à l'efficacité énergétique sous différentes formes. Par exemple, une entreprise qui travaille à l'efficacité énergétique des bâtiments, qui permet de diminuer de 15 à 20% la consommation d'énergie des bâtiments. Voilà, c'est un impact PNL qui est immédiat. Mais de toute façon, consommer moins, voilà, quel qu'en soit le ressort, efficacité énergétique ou autre sujet, c'est un impact financier. Je dirais aussi que ça diminue les risques. Typiquement, un sujet dont on parle un petit peu plus, mais peut-être pas encore assez. J'ai écrit des tribunes récemment sur ce sujet. C'est les enjeux d'indépendance économique vis-à-vis de pays qui ne sont pas toujours historiquement nos alliés dans l'accès aux matières premières. Il a été beaucoup commenté récemment la prédominance absolue de la Chine sur les terres rares, ce que l'on savait. Et la Chine, c'est aussi... la France importe la quasi-intégralité de ces métaux. Et puis, de toute façon, plus largement, l'Europe, par différence avec les autres grands continents, les États-Unis, la Russie, l'Inde, etc., n'a quasiment pas de ressources propres. Donc, la question d'être autonome et donc de ne pas risquer des inflations pour une raison ou pour une autre, c'est majeur. Et pour ça, il faut créer des filières de réutilisation, réparation, recyclage. Donc, on a parlé d'économie de fonctionnalité. Et il faut aussi une économie circulaire pour réutiliser les produits et les matières. Et ça contribuera à payer moins cher probablement dans la durée. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le sujet de la production énergétique. Aujourd'hui, le sujet de la production des énergies vertes, vraiment, alors, à un sujet de souveraineté, à un sujet aussi d'acceptabilité. Alors, de façon peut-être surprenante par rapport au débat ambiant, il y a une étude IFOP qui a été faite sur 12 000 personnes très récemment, justement, qui montre qu'à 84%, les Français sont favorables aux énergies renouvelables. Et alors, de façon peut-être encore plus surprenante, ce chiffre montre à 94% quand ils sont riverains d'une énergie renouvelable. Et oui. Et je vois que je vous ai surpris. Parce qu'effectivement, quand on entend le sujet aujourd'hui, on n'a pas l'impression que ce soit le cas. Or, la réalité, elle est là. Et en fait, ça permet effectivement de décarboner, d'aller chercher de la souveraineté. Aujourd'hui, Engie est le premier producteur en France sur l'éolien et sur le solaire.
On ne le sait pas forcément. Et ça, vraiment, c'est aussi un sujet de contribution à ces sujets globaux, sociétaux et d'énergie. Alors, on a commencé cette table ronde avec un mot un petit peu catastrophiste, si je puis dire. J'aimerais bien qu'on finisse un peu avec une note d'espoir. Peut-être chacun, si vous avez une petite note d'espoir à partager. Moi, j'essaie de rester optimiste. En tout cas, ce que je vois depuis le début de ma carrière, c'est chaque année des nouvelles générations qui sont quand même plus sensibles chaque année à ces sujets-là. Enfin, moi, tous les jeunes alors évidemment ceux que je côtoie chez Phoenix, mais au-delà de ça, j'ai l'impression que le sujet devient un sujet vital pour les gens qui arrivent sur le marché du travail. Après, mon petit motif d'inquiétude, évidemment, c'est qu'on n'est pas tout seul et qu'on est dans un monde globalisé et qu'il faudra bien que tout le monde s'y mette. Alors oui, moi je suis pleine d'espoir parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre option aussi. Et c'est que l'objectif, c'est justement qu'on s'y mette tous, qu'on facilite le fait de s'y mettre tous. On s'en parlait, les arguments économiques font coïncider justement l'envie de s'engager avec son porte-monnaie. Et donc ça, c'est un vrai levier qui va faire aussi que l'objectif, c'est d'embarquer le plus de monde possible. C'est ce qu'on voit aussi chez Phoenix. Hein. Et c'est vraiment cette combinatoire-là qui, moi, me donne de l'espoir. En tous les cas, moi, j'ai décidé d'avoir de l'espoir ce soir. Et peut-être un autre mot, peut-être que la grande majorité des gens dans le monde n'a pas pris encore conscience du sujet autant qu'on l'a fait pendant la Covid. Il y a eu un moment, il y a eu quand même une crise incroyable et tout le monde entier a réussi à s'enfermer en quelques jours. Donc il y a peut-être un moment où la prise de conscience va arriver. J'espère que ça va être, on n'aura pas besoin d'attendre trop longtemps pour que tout le monde ait cette prise de conscience. Moi, j'avoue que je tremble un peu de temps en temps, mais je me réveille quand même tous les matins en me disant que nous avons une chance inouïe d'habiter en France dans un État démocratique, un État où on s'occupe de notre santé, un État où on s'occupe de l'éducation de nos enfants. C'est aussi un État dans lequel ces enjeux de transition énergétique, d'impact ont été le plus portés par les politiques. Et le fait que Madines NG organise ce rendez-vous ce soir et que vous soyez tous là, ça me donne aussi beaucoup d'espoir que nous continuions tous à porter cette transition dont on a vraiment besoin. Merci beaucoup à tous les trois. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous serez encore plus engagés dans cette transition. Et merci à tous de nous avoir suivis ce soir.